tornade dévastatrice, violente, cruelle. Le jour le plus sombre de Floride, l'assaut de l'ouragan Milton. Il est 16h59. Ce 9 octobre 2024, au Spanish Lakes Country Club de Fort Pierce, en Floride, un havre de paix pour retraités de plus de 70 ans, le destin va frapper. Un événement sans précédent depuis plus de 50 ans. Dans les 45 prochaines minutes, une tornade EF3 au vent de 250 km/h va lacérer le comté de Saint-Lucie. 6 vies seront fauchées dans leurs abris. Et ce n'est que le début du carnage. Avant que le soleil ne disparaisse, Milton aura engendré 46 tornades. Un record absolu dans toute l'histoire de l'État. Jamais autant d'alertes n'avaient hurlé en une seule et même journée. Les tornades ont semé plus de morts que l'ouragan lui-même. Voici le récit de ce funeste 9 octobre 2024, le jour où Milton est devenu le premier cyclone à produire 3 tornades, EF3, le jour où la Floride a compris que l'eau n'était pas le seul prédateur. Tout commence quelques jours plus tôt, au cœur des eaux du golfe du Mexique. Milton n'était pas censé devenir un monstre d'une telle puissance. La tempête Milton naît le 5 octobre au large de la péninsule du Yucatan. En 24 heures, elle subit une intensification fulgurante, une véritable mutation, passant de simple tempête à ouragan de catégorie 5 en moins d'une journée. Dès le 7 octobre, la pression chute à 897 millibars. Le 5e record historique de l'Atlantique. Ces vents atteignent alors 290 km/h. Un cyclone si terrifiant et organisé qu'il semblait presque artificiel sur les images satellites, telle une scie circulaire géante. Mais Milton cachait un secret mortel, quelque chose qui allait briser toutes les règles habituelles des ouragans. En approchant des côtes, Milton percute violemment le courant jet. L'air froid du nord entre en collision frontale avec la fournaise tropicale. Sa structure mute, l'humidité s'effondre à seulement 55%. Un niveau de sécheresse anormal pour un tel titan des mers. Ce ciel dégagé laisse le soleil chauffer la Floride ce matin du 9 octobre, déstabilisant brutalement l'atmosphère. À Norman, les météorologues voient l'impossible s'afficher. Des chiffres qu'aucun ouragan n'avait jamais générés auparavant en Floride. L'indice d'instabilité atmosphérique, le CAPE, s'envole à 3600 joules par kilogramme près de Fort Pierce. L'hélicité dépasse les 700 mètres carrés par seconde sur Tampa Bay. Des chiffres dignes de la Tornado Alley. Des statistiques de pure destruction. Le 8 octobre, à 23h37, la première tornade frappe Key West. Une EF1 qui ravage l'ouest de l'île. Ce n'était qu'un sinistre avertissement. Mais tous les regards restaient fixés sur l'ouragan tourbillonnant encore au large. Le 9 octobre 2024 se lève dans une clarté étrange. L'alerte passe au risque renforcé, avec une probabilité de tornade rare de 10%. C'était grave. Une situation totalement inédite et terrifiante. En milieu de matinée, les sirènes d'alerte commencent enfin à hurler. Pas une, ni deux, ni même 10. Quand Milton a frappé Siesta Key à 20h30, 126 alertes à la tornade avaient déjà été lancées à travers la Floride. Un record historique. Le deuxième total le plus élevé pour un État américain en un jour. Seul le super outbreak d'Alabama d'avril 2011 reste plus dévastateur. Le météorologue Robert Moleda confiera plus tard, avec gravité, « Jamais on n'avait vu autant d'alertes. Le gouverneur a convoqué la presse d'urgence. La Floride était assiégée. Non par l'ouragan lui-même, mais par sa progéniture, la tempête parfaite. Voici ce qui se tramait dans l'atmosphère ce matin-là. Pour comprendre ces morts, il faut saisir pourquoi ces tornades étaient si meurtrières. Les ouragans créent des tornades, c'est connu, mais elles sont d'ordinaire faibles. Souvent classées E, F, 0 ou 1, elles sont brèves et noyées sous la pluie. Difficiles à détecter. Mais ce que Milton a engendré était différent. L'interaction du jet stream avec Milton a créé une dynamique dévastatrice. L'air froid en altitude a brutalement accéléré la chute des températures. Cela a déclenché une instabilité totale. Entre-temps, l'air sec a laissé le soleil chauffer le sol, aggravant le chaos. Milton a placé le sud de la Floride pile dans son cadran droit, la zone où le potentiel de tornade est à son paroxysme. Et il y avait un autre facteur, celui que les scientifiques nommeraient plus tard le changement climatique. Le golfe du Mexique affichait les températures les plus chaudes jamais enregistrées. Cela a amplifié l'évaporation et l'instabilité de toute l'atmosphère. Les pluies de Milton étaient 20 à 30% plus intenses à cause du climat.
avec des vents 10% plus violents qu'autrefois. Le jet stream, l'air sec, la position fatale et ce golfe brûlant ont convergé ce 9 octobre 2024 pour créer une horreur que la Floride n'avait jamais connue. L'expert Jeff Berardibi décrira ces tornades comme des supercellules massives des grandes plaines, loin des tornades d'ouragans classiques. Pour Victor Gensini de l'Université de l'Illinois, c'était l'offensive de tornades la plus impressionnante de l'histoire. Un événement sans précédent pour un ouragan touchant terre n'importe où. Dès le matin, une supercellule colossale a surgi des Everglades, traversant l'autoroute 75 près de la zone de Mikozuki. Les caméras du département des transports ont filmé l'ombre spectrale d'une tornade géante traversant l'Alligator Alley, projetant des débris dans un balai mortel au-dessus des marécages. Le massacre venait de commencer. 3 monstres. Avant les récits humains, laissez-moi vous parler de ces 3 tornades EF3. Comprendre une EF3, c'est comprendre l'enfer que ces communautés ont affronté. L'échelle de Fujita classifie la fureur de ces vents, de 0 à 5, selon la dévastation laissée derrière eux. Les tornades EF3 déchaînent des vents furieux entre 136 et 165 miles par heure. Elles pulvérisent les demeures les plus solides et arrachent l'écorce des arbres centenaires. Elles transforment les véhicules en missiles mortels. Ce sont des monstres de violence. Et jusqu'au 9 octobre 2024, aucun cyclone n'avait jamais engendré plus d'une seule tornade de catégorie EF3. Milton, lui, en a déchaîné 3. Le premier impact a frappé à 14h24, près de Moore Haven, sur le lac Okeechobee. Née d'une trombe marine, la bête a bondi sur la terre ferme avec une rage destructrice, atteignant une intensité EF3 avec des rafales hurlantes de 140 miles par heure. Sur son sillage de 15 miles, elle a littéralement rayé de la carte le quartier de Sarasota Colony. Le châssis d'un mobil-home a été retrouvé enroulé autour d'un arbre, à 6 mètres du sol. Les débris de cette maison gisaient dans un étang, à près de 200 yards de là. Par miracle, seules 3 personnes furent blessées, et aucune n'a perdu la vie. Mais la deuxième tornade, EF3, était un véritable prédateur colossal. Surgissant à 16h43 à Wellington, elle a dévasté près de 29 miles de territoire. Traversant Palm Beach Gardens, elle a atteint son pic de fureur par 2 fois durant sa course. Elle a broyé un supermarché Publix flambant neuf, qui n'avait même pas encore ouvert ses portes. Le 31 octobre, un géant de 49 000 pieds carrés bâti pour résister au choc. Conçu pour les ouragans, le bâtiment a vu son toit s'effondrer comme du simple papier. La tornade a projeté des voitures à 300 pieds. À Wellington, le chaos était total. Elle a pulvérisé un grand mobile home sur Deer Pass Lane où 15 personnes s'étaient réfugiées. Contre toute attente, miraculeusement, les 15 ont survécu à ce cauchemar. Mais la troisième tornade, l'ultime EF3, allait porter le coup le plus fatal. À environ 16h59, le monstre a touché terre près du lotissement de Creekside. À Lakewood Park, en quelques minutes, elle a muté en une tueuse de catégorie EF3. Avec des vents de 155 miles par heure sur 500 yards de large. L'enfer pur. Ce titan a tracé un sillon de désolation sur 21 miles à travers Fort Pierce, ravageant Saint-Lucie jusqu'à Vero Beach, avant de s'évanouir enfin dans l'immensité de l'Atlantique. Mais ces instants les plus sombres ont frappé le Spanish Lakes Country Club Village. Spanish Lakes est un havre pour seniors de plus de 55 ans. C'était un lieu paisible, parfaitement entretenu. Le genre d'endroit où chaque voisin veille sur l'autre avec bienveillance. Là où l'on profite de la retraite sous le soleil, en se saluant depuis sa voiturette. Ce 9 octobre, les résidents se préparaient au choc imminent de l'ouragan Milton. Fenêtres barricadées, meubles rentrés, stock d'eau prêt. Ils attendaient de pied ferme l'inondation. Leurs yeux étaient rivés sur l'ouragan, prévu pour frapper la côte vers 20h30. Ils étaient prêts pour la tempête, mais absolument pas pour le siège des tornades. Rosie Caranta, 70 ans, avait pourtant senti une étrange menace planer cet après-midi-là. Vers 15h, une première tornade EF1 avait déjà fait vaciller sa demeure. Elle sentit ses fenêtres hurler sous la pression. Elle pensa « ce n'est qu'un coup de vent ». Debout dans sa cuisine, elle voyait sa salle à manger trembler violemment sous les assauts. À 3 mètres des vitres, son instinct a soudain hurlé qu'il fallait fuir immédiatement. Appelez cela de l'intuition pure ou une véritable intervention divine venue d'en haut, elle s'est dit « je ferais mieux de déguerpir d'ici tout de suite ». Elle est partie 15 minutes avant l'impact final. 15 minutes qui lui ont sauvé la vie. Quand ses amis l'ont appelée plus tard, Rosie ne parvenait pas à assimiler la nouvelle. Il disait « Rosie, ta maison n'existe plus ».
Elle répondit « C'est impossible, ça demeure !» Pulvérisée jusqu'aux fondations, littéralement rayée de la carte par la fureur céleste. Et dans ce chaos, 3 de ses voisins ont tragiquement perdu la vie. La tornade a fauché 6 âmes au village de Spanish Lakes en un instant. Deborah Kennedy, 66 ans, une fille dévouée qui veillait sur son père malade. Sa fille Brandy confiera « Elle écoutait toujours prête à aider quiconque. La mère parfaite. » Puis, Marie-Grace Viramontes, 71 ans, et son compagnon Alejandro, 66 ans. Leurs chiens, Lulu et Sheba, restent seuls. Les chiens ont survécu. William Cutlip, vétéran du Vietnam. Roger Ramon, 85 ans. Sandra MacDonald, 84 ans. 6 vies, 6 destins brisés par la tempête. La deuxième tornade issue d'un ouragan la plus meurtrière de toute l'histoire. Quelques secondes pour survivre. Plongé dans l'enfer d'une tornade de catégorie E, F3. 155 miles par heure. Ces chiffres ne disent rien de la réalité brutale. Seules les histoires humaines capturent cette horreur pure. Shane et Nicole étaient chez eux à Lakewood Park, vers 15h, sans méfiance. Ils attendaient l'ouragan Milton, prévu pour toucher terre à 21h. Préparés méticuleusement, ils venaient d'installer un toit métallique à 40 000 $. Fixation blindée, volet d'acier. Ils se sentaient enfin en totale sécurité. Shane se souvient, il était en short, prêt pour un dîner tranquille devant un film. Leur chien attécus entre eux, paisible. Soudain, la porte d'entrée commence à gonfler. Un arbre s'effondre. Nicole hurle qu'il faut fuir et il se précipite. Shane claque la porte de la chambre, puis celle du placard pour se barricader. Terrés là, ils entendent 2 explosions massives, comme si des bombes éclataient. Un sifflement assourdissant emplit ses oreilles. Lorsqu'ils ouvrent enfin la porte du placard, ils se tiennent debout dans leur jardin. Leur maison s'est volatilisée tout autour d'eux. Le toit à 40 000 $, enroulé comme de l'aluminium autour d'un arbre. Sous la pression brutale du vortex, les tympans de Nicole ont littéralement explosé. Dehors, leur voisin Jonathan filmait l'approche du monstre quand le piège s'est refermé. En fuyant, il sent la tornade le soulever et le projeter violemment en avant. Les arbres craquent comme des cure-dents. À Okeechobee, le cauchemar ne fait que commencer. Charlie et John étaient dans leur caravane quand l'EF2 a frappé de plein fouet. La structure s'envole sur des mètres avant d'imploser ou d'exploser dans un fracas total. Dans le chaos, nul ne sait ce qui s'est réellement passé. À l'arrivée des secours, Charlie est enterrée sous les décombres jusqu'au cou. Elle raconte « J'étais littéralement ensevelie, avec un seul bras dépassant de ce carnage. » Elle tente d'écarter de sèche-linge. Le shérif hurle « Ne bougez plus, c'est trop dangereux !» Encerclée de câbles électriques et de clôtures, elle se sentait littéralement grillée vive. Crâne fracturé pour elle. Visage et côte brisées pour son compagnon John. Des mois de rééducation l'attendent. Mais Charlie s'accroche. Demain sera forcément meilleur. Il le faut. Même si une autre tornade peut surgir dès demain. La lumière au bout du tunnel ? C'était peut-être juste le train de la mort. George, ancien pilote de 70 ans, menait une vie paisible à Mariner Sands. 16h35. Il termine tranquillement son cigare sur le pas de sa porte. Il prend une ultime photo de la tempête titanesque qui fond sur lui. 8 minutes plus tard, sa maison explosait dans un souffle dévastateur. Il l'avait dit à sa femme. « Si vous entendez ce train d'enfer, fuyez. » Les mots s'achèvent, la maison explose violemment. Enseveli, le chien disparu, tout n'est plus que chaos. Voisins et adjoints s'unissent, armés d'un cric de secours. Ils libèrent Bastillot, qui s'agrippe à l'uniforme d'un adjoint. Réunis en patrouille, vivant, mais brisé par le choc. Autrefois incroyant, il dédie désormais ses dimanches à l'église. Pour lui, c'est une évidence. Le destin l'a sauvé. L'histoire de Jane Houston surpasse pourtant toutes les autres. Jane, 105 ans, est née en 1919. Elle vivait quand la tornade frappa. Elle affrontait ce monstre seule. Tapie, elle s'accrochait au vide, le cœur s'emballant furieusement. Son foyer de toujours se désintégra autour d'elle. Ses cris alertent les voisins. Sa maison s'est volatilisée. Ses souvenirs de voyage et ses maris, tout disparu. Mais elle survécut. Son arrière-petit-fils Riley décrit l'effroi de cet instant. Elle reste silencieuse. Les héros n'ont pas toujours d'uniforme. Michelle Westfield, 55 ans, rentrait chez elle. Apercevant le vortex, elle protège sa fille et ses petits-enfants. Freinage brutal, marche arrière, sous les klaxons d'un camionneur. L'homme s'impatiente. Westfield hurle pour l'arrêter à tout prix. « N'y va pas !» crie-t-elle. Il l'ignore et fonce. Elle recule éperdument.
hurlant de toutes ses forces. Ses cris alertent Brandy Clark et son époux. Il filmait l'eau quand son cri jaillit. « Rentrez vite !» Dans la panique, ils trébuchent pour regagner leur abri. La porte close, la tornade ébranle violemment toute la maison. Plus tard, Clark recherche sur Facebook son ange gardien. Ces deux femmes, désormais amies, s'enlacent enfin. Westfield s'en souvient. L'instinct de survie a triomphé. Elle devait passer par là pour sauver ses vies. Chaos et dévastation règnent désormais partout. L'adjoint Gertis arrive enfin au village de Spanish Lakes. Dans l'obscurité, il découvre l'indicible, l'inimaginable. Des maisons préfabriquées gisent empilées les unes sur les autres. Les débris s'élèvent à près de 5 mètres de haut. Des ruines partout. Et dessous, des vies piégées. Des vivants, des blessés et le silence des défunts. Gertis trouve Marie Vermont piégée sous l'acier, presque mourante. Il accompagne son dernier souffle. Une horreur sans nom. Un traumatisme absolu. Une sensation d'irréel, hors du corps. Le shérif Pearson décrit un désastre climatique sans précédent. Des maisons broyées, compressées dans un amas de métal. Dévastation totale, absolue. Les adjoints ont passé la nuit à Spanish Lakes, leurs cris résonnant dans le noir en quête du moindre souffle de vie. Des chiens de recherche fouillaient des montagnes de débris, flairant désespérément une présence sous les décombres. 25 âmes ont été arrachées à la mort dans cette seule communauté dévastée. Plus de 100 spécialistes du sauvetage d'élite ont été déployés en urgence dans le comté de Saint-Lucie. Mais ce déchaînement de tornades ne se limitait pas à Spanish Lakes ou au comté de Saint-Lucie. Partout en Floride, le ciel tombait. 46 tornades confirmées avaient déjà frappé avant le crépuscule. Wellington, Palm Beach Gardens et Okeechobee, aucune de ces zones n'a été épargnée par la fureur du vent. Les tornades ont également frappé Fort Myers, Naples, Plantation Key et Homestead avec une violence inouïe. Un bâtiment de la police de 10 000 pieds carrés a été pulvérisé, broyant les patrouilles à l'intérieur. Des entrepôts massifs se sont effondrés comme du papier, tandis que les voitures voltigeaient dans les airs. Un supermarché Publix de 49 000 pieds carrés, pourtant ultra résistant, n'était plus qu'un champ de ruines. Les pertes totales allaient atteindre 681,8 millions de dollars juste pour ces tornades. Un chiffre colossal, sans compter les 34,3 milliards de dollars de dégâts causés par l'ouragan Milton. Le défi pour alerter la population était tout simplement titanesque, presque perdu d'avance. Voici le cruel paradoxe de cette journée tragique du 9 octobre. Le système d'alerte a fonctionné à la perfection. Et pourtant, des gens ont quand même perdu la vie. Un record historique a été établi avec 126 alertes de tornades lancées en une seule journée. Les météorologues ont lutté sans relâche, enchaînant les alertes dans une course effrénée contre la montre. Pourtant, le silence était total pour de nombreux habitants qui n'ont jamais reçu d'alerte sur leur téléphone. Pourquoi ? Car les alertes d'urgence modernes dépendent entièrement de votre position GPS précise. Elles ne s'activent que si votre téléphone se trouve physiquement à l'intérieur de la zone de danger délimitée. Une tornade peut foncer droit sur votre maison à une vitesse terrifiante. Mais si votre adresse est juste à côté du périmètre tracé, c'est le silence radio. Vous ne recevez rien. Aucune alerte, aucune sirène, rien. Et ces monstres nés de l'ouragan se déplacent à une allure fulgurante. Elles surgissent du néant. Quand le radar détecte enfin la rotation, le chaos est déjà sur vous. Au moment où l'expert valide l'alerte, les fondations de votre maison tremblent déjà sous l'impact. Le temps que le signal parte, la tornade a déjà franchi de nouvelles frontières, frappant sans prévenir. Robert Garcia, expert en coordination des alertes, a expliqué cette faille fatale du système. Beaucoup de ceux qui n'ont rien reçu se trouvaient simplement juste en dehors du périmètre de sécurité. Dans le comté de Glades, les habitants réclament désormais des sirènes après avoir été pris au dépourvu. Contrairement au Midwest, la plupart des comtés de Floride ne disposent d'aucune sirène physique de secours. Ils sont totalement dépendants des alertes sur smartphone. Un pari risqué face à la fureur de la nature. Kevin Guthrie, de la gestion des urgences, a dû admettre cette amère réalité face au désastre. Ces tornades se forment en un éclair et frappent avec une rapidité qui dépasse l'entendement humain. Certains survivants n'ont pas été sauvés par la technologie, mais par l'instinct héroïque de leurs voisins. Michelle Westfield a sauvé des vies en klaxonnant frénétiquement pour briser ce silence de mort. Des voisins armés de crics ont libéré les bastillons, alors que des cris s'élevaient sous les ruines. Dans le chaos, le cri d'une personne hurlant de se mettre à l'abri vaut toutes les alertes du monde. Le long et douloureux chemin vers la reconstruction venait de commencer pour les survivants. À l'aube du 10 octobre,
le soleil a révélé l'ampleur d'une destruction dépassant toute imagination. Dans le comté de Saint-Lucie, 180 foyers ont été pulvérisés et 238 autres gravement touchés. 1195 autres habitations portent désormais les cicatrices indélébiles de la tempête. Diane Criswell, de la FEMA, est arrivée sur les lieux avec des convois massifs de ravitaillement d'urgence. Le président a signé la déclaration de catastrophe majeure le 11 octobre pour débloquer l'aide fédérale. Des mois plus tard, le village de Spanish Lakes porte encore les stigmates profonds de cette nuit d'horreur. Des bâches bleues recouvrent les toits mutilés, stigmates d'un chaos passé. Les arbres tordus s'inclinent encore sous la force du vent. Certains ont déjà reconstruit, d'autres ont fui. Rosie Coranta a racheté un mobil-home là où elle a frôlé la mort. Elle ne pouvait se résoudre à abandonner le lieu où elle avait épousé son défunt mari. Elle affirme aujourd'hui ne plus rien vouloir garder, plus aucun souvenir matériel. Elle accumulait des babioles par précaution, mais désormais, elle n'a plus besoin de rien. Charvid Alenega et John Alberigi, le couple dont le foyer a explosé à Okeechobee, bâtissent une nouvelle vie à Lake Placid. Ils ont passé des mois tragiquement séparés. John luttait en rééducation, tandis que Charlie errait seul dans un hôtel sans transport. Des pillards ont dérobé les derniers vestiges qui restaient sur leur propriété dévastée. Charlie avoue être désormais paralysé par la peur dès que la pluie commence à tomber. La panique la submerge encore, un traumatisme profond qu'elle tente de surmonter chaque jour. Georges Bastillot a choisi de reconstruire exactement sur les ruines de son ancienne demeure. Il a ajouté un rempart, un bunker anti-tornade adjacent à sa propre chambre. On ne se prépare pas à une tornade, confie-t-il, avec une froide lucidité. Tout bascule en un éclair. Une fois que l'impact frappe, tout est fini en 2 secondes. L'heure est venue de se souvenir de ceux que le vent a emportés. Le 9 octobre 2025, sous un ciel de plomb et une pluie battante, les résidents de Spanish Lakes se sont réunis pour un hommage privé et solennel. Une plaque a été dévoilée, gravant dans la pierre le nom des 6 vies fauchées. Martha Fleming a pris la parole. Elle savait que certains n'auraient pas la force de venir. C'est un long processus de guérison qui commence, et il durera probablement pour l'éternité. Deborah Kennedy, Marie-Grace Vera Montes, Alejandro Alonso, William Cutcliffe, Roger Hammond, Sandra McDonald. 6 noms, 6 destins, 6 personnes prêtes pour un ouragan, mais terrassées par des tornades. L'héritage de l'ouragan Milton a pulvérisé tous les records météorologiques de la Floride. 46 tornades en une seule journée, doublant l'ancien record de 22. 126 alertes à la tornade ont déchiré le silence ce jour-là. Un record historique pour l'État, le 2e plus lourd bilan national jamais enregistré. 3 tornades de catégorie EF3 nées d'un seul cyclone, un événement sans précédent. 681 800 000 $ de dégâts pour les seules tornades. 6 morts, des dizaines de blessés et des milliers de vies déracinées par la tempête. Au-delà des chiffres, le 9 octobre restera le symbole d'une vulnérabilité absolue. Depuis des décennies, les Floridiens pensaient savoir comment dompter les ouragans. Barricader les fenêtres, évacuer, stocker des vivres. Le scénario semblait pourtant si clair. Mais Milton a prouvé que la faucheuse peut frapper bien loin du centre du cyclone. Les tornades surgissent sans prévenir et laissent derrière elles un champ de ruines. Ce désastre a révélé les failles béantes de nos systèmes d'alerte actuels. Les alertes GPS ratent les zones périphériques et les comtés manquent de sirènes d'alarme. Difficile de prévenir quand le monstre n'est plus vite que l'œil humain ne peut réagir. Mais cette tragédie a aussi révélé autre chose, une résilience hors du commun. Des voisins sauvant des voisins, des inconnus hurlant le danger à de parfaits étrangers. Des communautés entières choisissant de renaître là même où elles ont failli périr. Rosie Coranta a tout perdu, mais elle a racheté un foyer au cœur de sa communauté. Georges Bastillot a construit son bunker, refusant d'abandonner la terre de ses ancêtres. Une femme de 105 ans a survécu en s'agrippant au mur de sa salle de bain. Dans un élan de panique pure, une conductrice sauve une famille entière à force de cris et de klaxons désespérés. Au cœur de l'abîme, ces éclats de terreur, de bravoure et de deuil dessinent le véritable visage du chaos. Ils révèlent l'histoire humaine cachée derrière les froides statistiques. 9 octobre 2024. Une date gravée dans le sang. La journée la plus meurtrière de l'histoire de la Floride face aux tornades. Ce n'était ni l'œil du cyclone, ni la montée des eaux qui frappait avec une telle cruauté, mais l'engeance tourbillonnante de l'ouragan, un phénomène que les experts peinent encore à saisir totalement. 20h30. L'ouragan Milton s'abat sur Siesta Key avec une violence inouïe.
Un colosse de catégorie 3, déchaînant des vents de 120 miles par heure. Les dégâts sont apocalyptiques, s'élevant à 34,3 milliards de dollars. 24 vies fauchées par la fureur du vent, de l'océan et des chutes d'arbres massifs. Pourtant, 6 autres ont péri bien avant, sous un soleil encore radieux, emportés par des cieux révoltés. Des tornades ont réécrit l'histoire. Aujourd'hui, un silence pesant règne sur le village de Spanish Lakes. Des terrains restent à nu, tandis que des bâches bleues recouvrent encore les ruines des toits. Désormais, chaque nuage qui s'amoncelle force les survivants à scruter l'horizon avec une angoisse renouvelée. Leur cœur garde la trace de Deborah, Marie-Grace, Alejandro, William, Roger et Sandra. 9 octobre 2024, le jour où la Floride a compris que l'ouragan tue de 1000 façons. Des menaces imprévisibles que nous apprenons encore à prédire, à signaler et surtout à surmonter. Ce jour nous a rappelé que la nature ignore nos manuels et se moque de nos préparatifs. Ce fut l'éruption de tornades la plus fatale de toute l'histoire enregistrée de la Floride.